Baloum, qu'est-ce que nous avons au programme ce dimanche? Enflammade, siestoun, sorcière et électricité. Oh, c'est un beau programme. Attends, mais il est parti dans un délire là. Tu t'es trompé de chaîne là, mon gars. Tu vas parler marché au moins. Je suis à deux doigts du cliquer de me désabonner, moi. Ouais. Oui, autant pour moi, j'ai failli oublier. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est important. Côté marché traditionnel, le rendez-vous le plus important de la semaine était le discours de Jérôme Powell. 25 points de base de plus sur son taux directeur comme prévu. James Bullard, président de la Banque centrale de Saint-Louis, voulait une hausse de taux de 50 points de base. Je propose aujourd'hui par la présente que nous relevions de seulement 25 points de base les taux directeurs. Est-ce que tout le monde est d'accord? Jérôme, non, break it down. Non, avec toute l'inflation qu'on va se taper là, 50 points de base pour les relever. 50 Tout points le de monde base. est d'accord? Allez Allô, hop, adjugé, vendu. Ah, ça c'est une bonne chose de faite. Un programme de rachat d'actifs mis en place depuis le début du Covid pour soutenir l'économie, terminé depuis la semaine passée. À partir du mois de mai ou du mois de juin, on pourrait même s'attendre à une vente de titres sur le marché de la Fed. 7 hausses des taux prévues par la Fed tout au long de l'année, 3 ou 4 hausses de taux l'année prochaine. En 2022, l'inflation sera plus forte que prévu, plus 4,3% contre plus 2,6% jusqu'à présent, croissance 2,8% cette année, alors qu'au mois de décembre, on était plutôt sur une croissance de 4% pour 2022. Et la Banque centrale d'Angleterre suit le mouvement, 25 points de base de hausse, son taux directeur s'élève désormais à 0,75%. C'est la première banque centrale qui avait entamé le resserrement monétaire. Pourquoi? Parce qu'elle prévoit une hausse des prix à la consommation de 8% pour le deuxième trimestre et elle s'attend même à ce que ça monte encore ces prochains mois. Ici, on retrouve les derniers mouvements des différentes banques centrales. En bleu, la remontée des taux avec le Brésil, Taïwan et l'Arabie Saoudite. Rappelons qu'une inflation maîtrisée n'est pas grave en soi et que les banques centrales doivent prendre en compte le contexte actuel de tension en Ukraine qui aura des répercussions économiques sur la planète et que personne ne les maîtrise pour le moment, d'autant plus que Joe Biden est en train de se chauffer avec la Chine. En Allemagne, là où ça fait peur, c'est l'indice sur le sentiment du climat des affaires, autrement dit le ZOO. En mars, donc ce mois-ci, il est ressorti catastrophique. On est sur les mêmes niveaux qu'au pire du Covid, de la crise de la dette ou même des subprimes. C'est un sondage réalisé auprès de 300 investisseurs institutionnels et analystes. Ils y voient une stagflation. C'est un mélange entre stagnation économique, ralentissement économique, voire même récession, et d'inflation qui augmente. Stagflation. Et ça, on va pas se le cacher, c'est pas bon. Alors pas pour tout le monde, puisque ce serait plutôt favorable aux valeurs cycliques, le secteur financier, le secteur de l'énergie, le secteur industriel et les matières premières. En Chine, avec sa politique zéro Covid, des quartiers entiers sont confinés, sachant que pour eux, Paris, c'est un quartier quoi. Shenzhen est confiné, ils testent tout le monde un par un. Et tu sais combien ils sont à Shenzhen? 17 millions. Suivant, 15 902 514. Suivant, 15 902 515. 48, 72 millions, 22 15 millions. Oh non, tu fais chier, t'es relou là, faut que je reparte de zéro. Bon, on recommence. Victoire de Sherman. Et comment contrer l'impact que ça aura sur l'économie? Martine, allez chauffer la planche à billets, on va avoir du taf là. La Banque de Chine a annoncé soutenir le marché boursier, son soutien des actions à l'étranger, être en mesure de gérer tous les promoteurs immobiliers dont Evergrande, et l'impact a été sans appel. L'indice Hang Seng a explosé mercredi de 13%, la plus forte hausse qu'il a connue depuis la crise financière de 2008. Alibaba, qui s'est fait déchirer depuis un an, a pris 36% en une seule journée. Même si certes, il reste un petit bout de chemin avant de retrouver ses niveaux d'il y a un an et de rattraper la performance d'Amazon. Pareil pour Prosus en Europe qui détient des participations de tech chinoises. Et contrairement à ce qu'on pourrait l'imaginer, le Covid n'a pas tout à fait disparu. Ça profite notamment à Moderna aux États-Unis. Elle a fait une demande d'autorisation urgente à la FDA pour accorder une 4e dose de vaccin à tous les adultes, au cas où, et pas seulement chez les personnes de plus de 65 ans et plus, comme l'ont demandé Pfizer et BioNTech quelques jours auparavant. En France, les regards sont tournés vers EDF. Elle lance une augmentation de capital de 3 milliards d'euros. L'État devrait participer à hauteur des 3/4, alors que dans le même temps, Emmanuel Macron a annoncé dans son programme prendre le contrôle de certaines entreprises énergétiques pour ne pas être dépendant des autres. Électricité, EDF, État, ça sent la nationalisation tout ça.
On l'a vu ensemble ces derniers temps, lorsqu'on était dans le trou sur les marchés, ne pas paniquer. Rester optimiste malgré le contexte, et même si ça n'a pas été facile et de tout repos, le CAC et le DAX ont pris entre 10 et 15% depuis leur plus bas. L'élastique s'est détendu, et j'ai comme la vive impression que c'est un poil trop. Déjà malheureusement parce que le contexte en Ukraine n'est absolument pas résolu, que toute la partie macroéconomique qu'on a vue précédemment n'est pas terrible, et qu'aujourd'hui on n'a absolument pas de visibilité sur les prochains jours, semaines et encore moins sur les prochains mois. Optimiste, oui, mais pas complètement aveugle. Comme je le disais il y a 2 semaines, si le marché arrive à rebondir de 10-15% et que si on n'est pas optimiste tout en bas, on est en mode prudent, on va attendre que ça remonte pour y aller et après une remontée aussi forte. Vu le contexte, est-ce que c'est forcément plus sûr et plus prudent d'y aller maintenant? Ma réponse est non. Si on a profité du trou d'air pour pouvoir se placer, il me semble quand même relativement raisonnable d'en récolter les fruits. Au moins partiellement. Le CAC, le DAX, l'indice SP500 et le Dow Jones sont tous sous des zones de résistance. Et mon point de vue, qui n'engage que moi, ce ne sont pas aujourd'hui des points d'entrée à l'achat. Achat sur repli, oui, mais pas après 15% de hausse. On a fait un excès en bas, soit on a laissé passer l'orage, soit on en a profité. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on doit se réveiller en mode phobo, ça y est, j'y vais, bam, je m'expose à 100% sur mes portifs. Encore une fois, ça n'engage que moi. Si les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie se transforment en accord, là ce sera une bonne nouvelle et au-delà de ça, ce sera également une bonne nouvelle sur les marchés et tant mieux. On aura alors l'opportunité d'accompagner un mouvement haussier qui d'ailleurs ne se réalisera pas forcément partout. Parce que derrière, il y aura forcément des conséquences liées aux sanctions qui sont en train d'être mises en place. Ça disparaîtra pas du jour au lendemain. Optimiste, oui. Sur repli, mais pas euphorique aujourd'hui. Le pétrole que j'attendais en repli proche des 97 $, comme tu le sais au travers du carnet de bord, a parfaitement fonctionné, même s'il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs reprises. J'ai entre 113 115 $ comme objectif à court terme, même s'il y aura encore probablement encore beaucoup de volatilité. Il a perdu 25% depuis ses plus hauts, derrière il a repris 10% depuis ses plus bas, et même si on espère qu'on retrouvera rapidement des prix normaux à la pompe, faut pas se leurrer, cette pression sur les cours du pétrole va durer. L'euro-dollar donne une première réaction sur cette grosse zone mensuelle, toujours à l'achat depuis les 1,0905. Pour le moment, aucune raison de changer mon fusil d'épaule. J'ai d'ailleurs essayé de le renforcer à plusieurs reprises cette semaine et ça n'a pas fonctionné. Probablement un petit manque d'impatience, je l'ai fait trop tôt. Donc pour le moment, je lâche l'accélérateur tant que l'euro-dollar ne s'installe pas au-dessus de cette zone de résistance des 1,11. Et ce vendredi, c'était les 4 sorcières. On a les échéances trimestrielles de futures sur actions, en plus des échéances mensuelles habituelles. La capitalisation totale sur les cryptos est toujours bloquée sous sa MM50 daily, c'est pas possible ça. Et accessoirement dans ce range, exactement la même chose sur le Bitcoin et l'Ethereum. Endormissement complet et confirmé par les flux de la semaine sur le marché. On le voit ici, c'est négatif. Ça veut dire qu'il y a eu des désengagements, des sorties de capitaux, et ce pour plus de 100 millions de $ sur une semaine. Et ça se ressent, ce calme, ce désintérêt, même sur les réseaux sociaux. Vu le contexte, c'est vrai que c'est difficile d'avoir le sourire et la pêche. Alors on fait de notre mieux, ici, ensemble. Du coup, c'est pas trop avec le sourire ce que je viens de faire, je peux le refaire. Alors on le fait de notre mieux pour partager ici, ensemble. Si on en est actif, on continue à travailler à l'achat en bas de range. On allège au bout de 8-10% et on recommence comme par exemple le Solana sur les 80 $ qui à chaque fois revient sur cette zone. On prend 25, 80 $, plus 15, 80 $, plus 10, 80... On a compris. On se place quand même des alertes au-dessus de la tête, au-dessus des plus hauts qu'on a fait cette semaine. Que ce soit d'ailleurs Ethereum, Bitcoin, mais il y en a d'autres, Binance Coin, voilà, on pourrait toutes les faire. Parce que si on passe au-dessus de ces résistances intermédiaires, là, on aura enfin un bol d'air. Et on pourra accompagner un flux haussier de manière beaucoup plus active, de manière beaucoup plus intensive, et je l'espère pendant plusieurs jours. C'est déjà fini pour cette vidéo. On n'oublie pas d'exploser le pouce vers le haut. Un excellent dimanche la famille. Ciao!